C'est l'heure de votre rubrique Derrière l'image, votre rendez-vous qui décrypte l'actualité à partir de photos d'hier et d'aujourd'hui. Aujourd'hui avec vous, Florence Gaillard. Bonjour Florence, reporter ici à France 24. Vous nous présentez la photo d'un jeune homme palestinien qui vit en France, à Lyon plus précisément. Absolument, je vous montre cette photo. C'est Eham, il a 17 ans. Il vit à Lyon avec ses parents et ses jeunes frères et sœurs. Lyon où il est soigné, parce que vous le voyez peut-être pas bien avec ce titre, mais voilà, si vous enlevez le titre, vous voyez le fauteuil roulant d'Eham. Et à côté de son lit d'adolescent, sur la droite, il y a 2 prothèses. Pourquoi ? Parce que il a perdu ses 2 jambes dans un bombardement sur Gaza le 14 octobre 2023, une semaine précisément après l'attaque du Hamas sur Israël. Et dans ce bombardement à l'arme lourde, Eham a perdu non seulement ses 2 jambes quand il avait 15 ans, mais il a aussi perdu son frère aîné Hassan, avec lequel il dormait dans la même chambre. Je vous propose tout de suite d'écouter le témoignage de ses parents, les parents Shakoura, qui racontent cette nuit d'horreur du 14 octobre 2023 à Gaza. On écoute les parents d'Eham. Pour eux, le cauchemar a commencé dès les premiers bombardements. Une semaine après le début de la guerre, le 14 octobre exactement, ma femme m'a appelé dans la nuit vers 1h du matin. J'ai appelé mon mari pour lui dire qu'il y avait eu un bombardement et que le SAMU avait pris les garçons, mais que leurs blessures étaient légères. J'ai commencé à chercher mes garçons dans les blocs et les chambres de l'hôpital. Je criais leurs prénoms dans chaque chambre où je rentrais. Au final, j'ai trouvé un sac. Mon fils était grand, il mesurait 1,85 m. J'ai regardé. Son nom était inscrit sur le sac. C'était mon fils. J'ai ouvert le sac et je l'ai vu. Il souriait, mais il était mort. Il était couvert de poussière et de terre. Je ne savais plus quoi faire. Je l'ai embrassé et je l'ai pris dans mes bras. Vers 8 h, j'ai été surprise par un appel pour m'annoncer que mon fils Eham avait perdu ses jambes. 5 minutes plus tard, on me rappelle pour me dire « Votre fils Hassan est mort. Venez lui dire au revoir. » En 5 minutes, j'ai appris 2 mauvaises nouvelles sur mes fils. C'était le jour le plus dur de ma vie. Eham et Hassan étaient ensemble dans la même ambulance. Ils sont arrivés à l'hôpital indonésien. Eham tenait la main de son frère. Hassan n'était pas un enfant, il avait 25 ans. Il venait de terminer la faculté. Je voulais le marier, mais il est mort. Cette guerre m'a détruit. J'ai perdu mon fils, ma mère, mes frères et mes sœurs, ma maison, ma vie, mes souvenirs, mes amis, ma terre, tout. Elle a bouleversé toute ma vie. Voilà, ce sont des témoignages très forts donc, que vous avez collectés pour notre magazine C'est en France. Vous avez donc rencontré cette famille d'enfants blessés, amputés à Gaza. Ce sont ces familles qui ont été accueillies en France en priorité. Alors justement, est-ce qu'on sait combien de Palestiniens ont trouvé refuge dans notre pays et quels sont les critères pour arriver en France? Alors, on n'a pas de chiffre exact, mais on estime qu'il y aura à peu près 600 personnes en provenance de la bande de Gaza qui ont été accueillies en France depuis le début du conflit, donc en octobre 2023. Ces personnes, elles sont désignées par la cellule de crise du ministère des Affaires étrangères français, le Quai d'Orsay, et sur des listes qu'on transmet ensuite à l'administration israélienne, qui décide
si oui ou non une personne, un individu ou une famille sort de la bande de Gaza. Et c'est seulement si Israël donne son accord que le visa est ensuite instruit par le poste consulaire français de Jérusalem. Donc parmi les candidats potentiels, il y a les ressortissants français évidemment, les agents de l'Institut français à Gaza qui étaient autrefois, avant la guerre, un centre de culture et d'art, une sorte d'oasis pour les Gazaouis, les étudiants boursiers et les intellectuels retenus par le programme PAUSE. Le programme PAUSE, il soutient les scientifiques, les intellectuels, les artistes des pays en guerre. Ça peut être l'Afghanistan, l'Ukraine, la Palestine. Donc c'est quelque chose de plus général. Mais dans ce reportage, dans ce tournage, Mohamed Ferhat et moi-même, nous avons croisé la route de 5 musiciens gazaouis qui ont réussi à sortir de la bande de Gaza pour rejoindre une association à Angers. Et l'un d'eux nous a raconté comment sa famille et lui sont sortis de l'enfer de Gaza après des mois d'errance sur les routes de la bande de Gaza. On va écouter tout de suite un deuxième témoignage, celui d'Abou Jouri, qui était chanteur et rappeur à Gaza. On était obligé de quitter notre zone car elle était attaquée et on est parti vers l'est. Cette zone est devenue à son tour dangereuse, donc on est parti vers le sud, exactement au camp de réfugiés Al-Nuseirat. La zone est aussi devenue dangereuse. On est parti plus au sud, vers Deir al-Bala. On est resté dans une école de l'UNRWA environ 2 semaines et on est reparti vers Rafah après. Quand il apprend la grossesse de sa femme, il décide de sortir de Gaza par tous les moyens. Mais pour passer, il faut payer jusqu'à $6 000 par personne. J'ai créé un lien GoFundMe avec l'aide de mes amis. Ma réputation artistique a beaucoup joué, mais malheureusement, le tarif de passage augmentait de jour en jour. Jusqu'au moment où l'armée d'occupation a menacé d'envahir Rafah et donc de fermer Rafah. Et c'est devenu hyper angoissant et urgent pour nous. Le rappeur a réussi à sortir avec sa famille, mais il a laissé derrière lui sa mère et son frère à Gaza. Une épreuve dont il parle dans ses chansons. فيش حاجة تضل ولا بتحالة من هناك بنعيش حد يحكي سامعني عالم ولا الصوت متخفي راح البيت وراحوا الناس يا وجع القهر اللي انغرس حسرة بس على مين ولا مين كبير الفقد وفضوا الكاس. Et ces arrivées de Palestiniens en France, elles ont parfois créé la polémique. Je pense à cette étudiante de Gaza cet été accueillie à l'Institut d'études politiques de Lille qui aurait tenu des propos antisémites sur les réseaux sociaux. Absolument. Et il faut parler de cette étudiante qui a dû quitter d'ailleurs le territoire français. Elle est partie poursuivre ses études au Qatar. Elle a dû quitter le territoire français après qu'un site d'extrême droite a ressorti des publications antisémites donc de ces réseaux sociaux. Cette polémique, il faut en parler parce que depuis le 1er août, le ministre des Affaires étrangères sortant, Jean-Noël Barrot, a gelé l'accueil des Gazaouis en France et ça continue encore au moment où on parle. Le Quai d'Orsay attend le résultat de 2 enquêtes, l'une en interne et l'une judiciaire, 2 enquêtes qu'il a lancées sur l'étudiante en question. Mais en attendant, il n'y a pas d'accueil de Gazaouis. Alors, plusieurs associations dénoncent le gel de l'accueil des Gazaouis, France Université, l'association France-Palestine Solidarité, l'Union juive française pour la paix, qui parle de punitions collectives infligées aux Palestiniens. Et ces associations, elles ont saisi le Conseil d'État pour qu'il casse cette mesure du Quai d'Orsay. Le Conseil d'État qui doit statuer cette semaine, rendre son verdict cette semaine sur cette fameuse mesure. Pour les Gazaouis qui sont dans l'attente d'une place en France, c'est évidemment une question de vie ou de mort, puisque, doit-on le rappeler, la guerre à Gaza a déjà fait près de 65 000 morts. La majorité des victimes sont des femmes et des enfants. Voilà, ça, ce sont donc les chiffres du ministère de la Santé du Hamas. Et pour les Palestiniens qui ont eu la chance d'arriver sur le territoire français, quelle est la vie qui les attend finalement? Alors évidemment, c'est au cas par cas. Il n'y a pas de statut collectif ou généralisé, mais
Depuis le 11 juillet dernier, ils peuvent prétendre au statut de réfugié en France. Et quand on obtient le statut de réfugié en France, on a une carte de résident pour 10 ans. Donc ça permet de respirer, de souffler un petit peu. Pour les familles que nous avons rencontrées avec Mohamed Ferhat, elles parlent toutes d'un accueil très chaleureux en France, d'une très grande solidarité des Français avec eux depuis qu'ils ont posé le pied sur le territoire français. Abou Jouri, donc le rappeur qu'on a écouté, nous disait que dès le départ, sa famille et lui s'étaient sentis en sécurité, comme à la maison, entourés d'amis. Néanmoins, et il y a toujours un bémol, la guerre à Gaza continue, s'intensifie, et tous, ils ont laissé des proches derrière eux. Les Chakoura, que vous avez vu au début, ils ont laissé leur fille majeure et leur petit-fils là-bas. Abou Jouri, il a laissé sa mère et son frère à Gaza. Donc, ils tremblent tous pour les proches qui sont restés là-bas. Je vous propose d'ailleurs d'écouter une dernière fois Abou Jouri qui conclut notre C'est en France de cette semaine. Près d'Angers, le concert commence aux traversées musicales. Et les musiciens d'Al-Kaman Jati rencontrent un joli succès. Pour Abou Jouri et les siens, tout a changé depuis leur arrivée en France. Depuis le premier jour, la première minute où nous avons mis les pieds en France, on ne s'est jamais senti comme des étrangers ici. Une nouvelle vie qui commence, même si les souvenirs de Gaza restent omniprésents. Ceci est peut-être ma dernière lettre dans le cas où je ne survivrai pas pour continuer cette mission. N'abandonnez pas Gaza. Ne laissez pas mon peuple seul dans l'adversité. C'est une lutte permanente pour la paix, la prospérité et l'autodétermination. Nous chérissons la vie, nous aimons notre Gaza, nous aimons notre Palestine. Voilà, et ça, ce sont des extraits des témoignages qui ponctuent votre reportage au long cours sur 12 minutes pour notre magazine C'est en France, reportage qu'on peut retrouver dès maintenant sur notre site internet www.france24.com. Gazaoui en France, tenir malgré tout. Merci Florence Gaillard d'avoir partagé avec nous ces témoignages extrêmement forts.